Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Après 16-17 épisodes, je ne sais plus, du hors-sujet Road to Japan, on revient au podcast traditionnel Explore Japon, où on va explorer, voyager parfois, vous le savez, où je vais vous parler du Japon en général, ou bien sûr de mes expériences, de la vie quotidienne, un peu comme les Road to Japan, mais voilà, sur ma vie au Japon maintenant, quoi. Alors pour ceux qui auraient oublié, le podcast traditionnel a des rubriques, contrairement au hors-sujet, qui était juste un sujet, puis c'est tout. Et donc c'est le retour du traditionnel et incompréhensible sommaire de la semaine. Et en vrac, cette semaine, on va manger des fraises le long d'une rivière et perdre sa virginité. Oui. Vous avez pu le remarquer, j'ai pas perdu la main sur les sommaires à la con. Mais bon, vous l'aurez compris, le thème principal de cette semaine, au vu du titre, ça va être l'hôpital. Oui, l'hôpital au Japon. Car depuis que je vais ou que je vis au Japon, quand je dis je vais, c'est un voyage, je n'ai jamais eu besoin de voir de médecin. Donc voilà, j'avais eu cette chance de ne jamais être vraiment malade, à part des toutes petites choses quand j'ai habité ici, genre une grippe, etc., mais qu'on peut soigner, qu'on peut s'auto-soigner, bien entendu. Enfin, quand je dis grippe, on tousse, etc., mal à la gorge, des choses qu'on gère sans aller voir un médecin. Mais voilà, je vous préviens tout de suite, je vais mettre des guillemets tout de suite pour les gens sensibles. On va être un petit peu cru dans cet épisode. Alors pour ceux qui ne supportent pas trop les mots crus ou les trucs un peu hospitaliers, il va falloir peut-être ne pas écouter cet épisode, je ne sais pas. Car oui, je n'ai malheureusement pas eu une petite grippe ou autre, j'ai eu un truc un peu plus intime. Et car je suis quelqu'un pudique, mais pas trop en fait, et que je veux vous expliquer comment ça s'est passé, mon expérience à l'hôpital au Japon, je vais pas enrober l'histoire et vous dire oui, c'était parce que je me sentais incommodé, j'ai dû y aller. Non, je vais vous expliquer de A à Z ce qui s'est passé pour vous expliquer clairement ce que j'ai eu. Et ce que j'ai, parce que actuellement en fait je l'ai toujours, car quand j'écris ce podcast, quand j'enregistre ce podcast, j'ai toujours mon problème. Mais bon, justement ce problème c'est quoi ? Eh bien je ne le savais pas trop justement au départ. On va dire il y a 3-4 semaines avant d'aller à l'hôpital, j'ai commencé à avoir mon sperme de couleur marron. Oui, j'avais dit âme sensible s'abstenir, on va aller dans le cru. En cherchant sur internet, j'en ai déduit que c'était du sang dans le sperme. Là où pas mal de gens seraient inquiétés, en se disant « Oh mon Dieu, j'ai du sang dans le sperme, qu'est-ce qui se passe ?» Moi je suis plutôt du genre « Bon, attendons un peu pour voir si ça passe. » Technique que j'utilise depuis des années, à savoir avec un certain succès. Alors non pas que je suis un warrior, que je suis un mec qui s'en fout de la douleur et tout, moi je m'en fous, je suis pas une petite chochotte et tout. Non, je suis une véritable chochotte et j'ai une peur chronique des hôpitaux et autres aiguilles ou des opérations. Mais je suis du genre, voilà, à pas être loin de tomber dans les pommes quand on va me faire une radio. Voilà, on va me dire, peut-être que en voyant la radio, bon là déjà je me sens pas bien. Dès que je pense à des opérations ou autres, je me sens vraiment, mais alors vraiment pas bien physiquement. Et je peux pas le contrôler, ce qui me saoule, parce que je trouve ça débile, mais j'ai pas le choix. Et même si c'est pas sur moi, c'est-à-dire que c'est pas une opération qui me concerne, si vous allez me parler de votre opération, aller un petit peu dans les détails sans aller super loin, je vais me sentir pas bien. Bref, je suis une vraie chochotte en ce qui concerne les hôpitaux, les opérations, les aiguilles. Puis sur internet, voilà, cette histoire de sang dans le sperme n'avait pas l'air d'être très inquiétant. Bon, bien sûr, on va vous dire que vous pouvez avoir un cancer du sida avec ce symptôme, comme n'importe quel symptôme quand vous faites une recherche sur internet. Mais dans l'ensemble, ça se voulait plutôt rassurant, donc ma technique du faut attendre que ça se passe, c'est pas très grave, me paraissait quand même assez adéquat. J'ai donc attendu, puis une semaine plus tard, j'ai commencé à avoir un autre symptôme, des petits picotements quand j'allais faire pipi. C'était pas vraiment douloureux, mais plus un genre de... une gêne, on va dire, une gêne non habituelle. Bon là vous vous dites, le gars il a commencé à se dire, non, en fait pas du tout. C'était, vu que c'était pas douloureux, je me suis dit, on va attendre encore une semaine ou deux, oui, on n'en est plus à ça près, ça fait pas mal, donc on va voir comment ça se passe. Oui, mais voilà, une semaine et demie plus tard, alors qu'il n'y avait pas d'amélioration des deux côtés, dans mes deux problèmes, j'ai commencé à avoir des douleurs légères dans les parties intimes, qu'on va nommer grossièrement les couilles. Voilà, j'avais dit c'était cru aujourd'hui. Donc oui, forcément, là j'ai commencé à me dire que j'allais attendre quelques jours, voir si ça passe. Ouais, il est borné, ce que je voulais dire, le gars est borné, et il s'est dit je vais attendre. Mais bon, quand même, au bout d'une journée, 2 jours, je me suis dit que voilà, ça se dégradait pas vraiment, mais que ça pouvait quand même être quelque chose de grave et que j'avais pas trop de choix que d'aller à l'hôpital et d'aller consulter. Car oui, au Japon, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de traditionnel cabinet médecin généraliste qu'on va voir comme ça tout seul dans son coin. Ici, les corps de métier sont regroupés soit dans des petites cliniques, soit dans des hôpitaux.
Donc si vous voulez voir un généraliste, il faut aller dans une clinique ou un hôpital de ce que j'ai compris. Alors, je ne suis pas sûr à 200%, mais c'est ce que j'ai compris en faisant mes petites recherches. Mais bon, moi vu que c'était quand même assez localisé dans mes parties intimes, je me suis dit qu'un urologue était peut-être plus compétent qu'un généraliste. N'y connaissant rien dans le domaine des hôpitaux au Japon, mais vraiment rien, j'ai commencé à rechercher un petit peu sur internet pour voir comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait faire, où je pouvais aller. Et bon, là, vous avez donc le stress qui monte à cause de votre problème, déjà, qui ne semble pas super rassurant. Et vous avez en plus la joie de stresser, car vous allez devoir rentrer dans un système un peu, sûrement même compliqué, pour vous faire soigner sans parler la langue du pays. Donc forcément, ça fait un peu stresser. Quand je vous dis que c'est toujours bon de préparer les choses, si j'avais un peu préparé le comment ça se passe quand on est malade, même en n'étant pas malade, en l'ayant fait avant, j'aurais peut-être eu légèrement moins de stress en plus pendant ma période de préparation. Bref, j'ai fait mes recherches sur internet forcément pour voir comment ça a marché et quel hôpital semblait être le meilleur sur Kyoto. Sachant que j'avais un critère, la langue, car expliquer tous les problèmes sans parler la langue. Déjà que l'anglais, moi j'ai pas forcément tout le vocabulaire peut-être pour expliquer mes problèmes en détail. Comprendre aussi la démarche administrative quand on va être sur place, etc. Je préférerais cibler un hôpital qui parle au moins anglais, voire français dans l'idéal. Sur Kyoto, justement, j'ai trouvé un hôpital qui était listé parlant français. Enfin, une clinique plutôt. Sur le site de l'ambassade, en fait, on peut trouver facilement une liste de médecins parlant français. Bon, sur Tokyo, il y en a des caisses. À Kyoto, c'est beaucoup plus limité, étrangement. J'ai donc regardé un peu sur le site de la clinique, il y avait bien un urologue. C'était direct en métro de chez moi, donc ça paraissait plutôt pas mal. Mais de ce que j'avais vu, il fallait prendre contact avant avec ce médecin généraliste parlant français pour qu'il vous assiste après pendant la démarche. Parce que oui, en gros, il allait juste faire la traduction tout simplement pour vous. Je me suis dit au départ que ça pouvait être une bonne idée. Mais j'ai vite abandonné car déjà je savais pas si son français était très bon. Puis les reviews Google de la clinique étaient pas forcément top, pas nul mais pas top non plus. Et de ce que j'avais compris, il n'y avait pas tant de monde qui parlait anglais non plus dans la clinique. Donc je me suis dit que c'était peut-être j'allais être super dépendant d'un seul docteur, que ça pouvait être vite relou parce que s'il n'était pas dispo, s'il était très pris, etc. En gros il fallait que j'attende à chaque fois pour prendre des rendez-vous et autres, ça allait être chiant. J'ai donc opté d'aller dans un hôpital que j'avais déjà vu lors de mes balades de Kyoto. C'est un très gros hôpital à 25 minutes en bus de chez moi, qui a l'air assez neuf, qui était très grand, qui avait de bons retours sur leur site, sur Google, etc. Et surtout sur leur site, ils expliquaient qu'ils pouvaient mettre à disposition des interprètes. J'avais lu des retours de gens qui disaient que dès l'accueil, on vous collait un interprète en anglais qui vous assistait. J'avais aussi lu que parfois, quand il y avait un peu trop de monde, forcément l'attente elle était plus longue parce que il n'y avait pas 75 interprètes. Mais bon, je m'étais dit, en ce moment, avec le Covid, il n'y a pas 75 touristes, donc ça devrait quand même être assez cool. Mais en même temps, je me disais, vu qu'il n'y a pas de touristes, peut-être qu'ils ont dégraissé aussi au niveau des interprètes. Mais bon, je me suis dit, ça se tente. L'hôpital est très neuf et très grand. Ça m'avait l'air d'être un bon choix. Donc j'ai regardé un peu aussi sur leur site comment ça marchait. Et en plus, ils expliquaient le parcours client. Oui, on est un client avant d'être un patient, ne l'oublions pas, comme le disaient les inconnus. Et donc, il y avait le parcours de A à Z quand on était un nouveau client, etc. Donc je m'étais dit, c'est bien, c'est clair, ça permet un peu avant d'arriver, de ne pas avoir le stress, de dire je vais où, je fais quoi, personne ne me comprend. On peut au moins un peu se démerder, avoir un peu quelques cartes déjà pour la compréhension. Car oui, aussi une première chose au Japon, pour aller dans une clinique ou un hôpital, on va vous demander une lettre de référence. Alors, qui fait cette lettre de référence ? J'en ai strictement aucune idée, j'ai pas pris le temps de chercher. Mais je suppose que c'est votre médecin habituel, si vous en avez un, qui doit vous référer pour aller dans tel ou tel endroit si vous d'habitude vous n'allez pas là-bas. Alors vous pouvez quand même y aller, mais vous payerez une quarantaine d'euros en plus, c'était 5500 yens, pour la consultation. Bon, j'ai pas vraiment réfléchi, puis de toute façon, j'ai pas de médecin traitant ici, j'ai rien, je sais même pas si ça existe des médecins traitants, mais sûrement il doit y avoir des médecins de famille ici. Mais moi j'ai pas tout ça, j'ai jamais vu un médecin ici. Donc je me suis dit, de toute façon, fallait que j'allais devoir payer. C'était à peu près pareil dans tous les endroits de ce que j'avais vu, donc je me suis dit, on va pas prendre la tête, on va payer, point barre. Je vais donc vers l'hôpital, qui est donc un très grand hôpital, comme je vous l'ai dit, et les heures de consultation sont le matin, avec une ouverture à 8h45 jusqu'à 11h. Je suppose qu'ensuite, c'est les rendez-vous pendant l'après-midi qui ont été pris, etc. Quand j'arrive, il y a un hall gigantesque, avec une petite guérite centrale, un genre de point info, quoi. Forcément, je me dirige là-bas, parce que je me suis dit, je vais leur demander un peu où je dois aller, est-ce que j'ai des documents à faire. Car j'avais vu aussi qu'il fallait récupérer sur leur site internet des documents avant d'aller dans le premier guichet. Bon là, la première personne à qui je parle, forcément, c'est le début, c'était sûr, ne parle pas un mot d'anglais. Mais heureusement, il y a une petite vieille avec elle qui était là et qui, elle, baragouinait un ou deux mots. Vraiment un ou deux mots, c'était pas des phrases en anglais. On arrive du coup à se comprendre, elle me donne les documents que j'ai à remplir, et donc je vais me poser quelque part pour remplir tous ces documents. Les documents, au final, sont assez simples,
C'est un document qui concerne le Covid, où vous devez dire si vous avez eu le Covid, si vous avez des amis qui ont le Covid, si vous avez été en contact avec des amis qui ont le Covid, si le Covid est votre ami, si le Covid porte des lunettes. Enfin voilà, vous connaissez un peu le délire, je pense. Le deuxième document, ah oui, j'oubliais, mais ces 2 documents étaient en anglais, donc ça c'était un bon point quand même, hein, j'ai pas eu besoin de faire Google Translate, tout était en anglais. Demande, donc le deuxième document, il demandait lui des informations personnelles, du genre date de naissance, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, quel type de médecin on voulait voir, etc. etc. Je me souviens, il n'y avait pas grand-chose, hein, mais voilà, ça prend 5 minutes à remplir. Je me souviens aussi d'avoir dû retourner à l'info center car on demandait un ID. Il y avait écrit ID. Mais je ne savais pas du coup ce que ça voulait dire ID. Est-ce que c'est l'ID du My Number, dont je vous ai déjà parlé, cette carte-là? Est-ce que c'était l'ID de la carte de sécu? Parce que j'ai une carte de sécu en tant que travailleur. On m'a envoyé une carte de sécu, voilà, j'ai été inscrit par mon travail. Comme en France, en fait, vous avez une genre de carte. Mais là, c'est lié à mon travail. Hein, c'est pas en France, je suis pas sûr que ce soit lié au travail. Je pense que vous inscrivez à la Sécu quand vous êtes étudiant. Bah, quoique c'est pareil au Japon, là, mais je sais pas comment ça fonctionne exactement en France. Mais c'est à peu près le même principe. Mais bref, en gros, quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était un ID de l'hôpital. Donc c'est en gros si on est membre du club, en gros, hein, si on fait partie si on est un client de l'hôpital. Mais pour moi, c'était la première fois, donc j'avais rien à remplir. Bon là, je vous le fais simple. Bon là aussi, je vous dis, hein, voilà, je vous le fais simple, mais quand vous connaissez pas et qu'on baragouine un peu en anglais en face de vous, c'est beaucoup plus compliqué et longué que tout ça, hein, pour bien analyser la situation puis pour comprendre. Par exemple, quand je suis revenu pour l'ID, que j'ai demandé, la fille savait pas trop, elle comprenait pas, puis elle commence à m'expliquer un truc, mais je comprenais pas ce qu'elle disait, donc je lui ai montré mes cartes, je lui montre mon My Number, je lui montre mon truc, elle me fait non, elle me fait, puis après elle m'a dit, elle m'a fait un geste pour comprendre qu'il y avait rien à faire. Donc je me suis dit bon ok, let's go. On m'avait dit d'aller dans un guichet un peu plus loin, donc après, prendre un numéro. Là aussi, j'avais lu sur le site la procédure, donc j'étais pas trop perdu. Mais arrivé devant, je comprends pas exactement où je dois prendre le numéro, c'est pas super clair. Bref, on hésite, on regarde un peu comment font les autres. Puis on tente un truc sans trop savoir si on a bien fait. Puis voilà, on s'installe et puis on se dit, bon, est-ce que ça va être bon, est-ce que c'est pas bon, on attend les numéros passés, etc. On voit des gens qui font pas la même chose, donc on doute un peu, mais bon, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein, et puis vous faites. Il y a déjà du monde qui attend, il y a une quinzaine de personnes qui est là. Ce comptoir, c'est réservé pour les nouveaux, ceux qui ne font pas partie du club, donc des clients de l'hôpital. Car oui, si vous avez votre carte de club, donc pas besoin d'aller là où vous allez, là où je suis allé en fait. Vous allez directement sur des bornes automatiques pour faire votre demande de rendez-vous ou récupérer un papier, car vous avez rendez-vous. Je vous expliquerai à quoi ça sert ce papier un petit peu plus tard. Bref, j'attends au comptoir, qui est le comptoir numéro 7, je crois, que mon numéro s'affiche. Quand mon tour vient, je donne mes papiers que j'avais remplis, hein, comme je vous en ai parlé là. Puis la dame, bien sûr, me répond en japonais, je lui dis que je parle très peu et que je vais pas bien comprendre. Elle arrive pareil à baragouiner 1 ou 2 mois à chaque fois, c'est toujours compliqué, mais au final, on arrive à se comprendre quand même. Elle me demande ma carte d'assuré social, pareil, là j'ai un peu de mal à comprendre, mais au bout d'un moment, vous êtes un peu malin et vous vous dites, elle me demande un truc, ça doit être ça. Je lui donne tout ça, elle me donne un numéro et je revais patienter au même endroit. Tout ça a dû durer, je sais pas, une quinzaine, vingtaine de minutes, je pense. On m'appelle à nouveau et là on me donne enfin la carte du club. Bah oui, parce que maintenant j'ai ma carte de club, c'est une carte, genre une carte de crédit, car maintenant je fais partie des clients de l'hôpital, je suis un client certifié. Et donc voilà. À ça, elle me donne d'autres papiers, dont un papier avec un code barre, un numéro, des informations qui sont dessus. On me fait comprendre qu'il faut que j'aille au 3e étage et au comptoir numéro je sais plus combien qui est écrit sur le papier. Donc même si le japonais c'est compliqué, avec tous ces chiffres, toutes ces choses-là, vous arrivez à peu près à comprendre. Encore une fois, donc comme je dis, la communication elle est pas ouf, hein, mais on s'en sort. Je prends l'ascenseur, là j'arrive dans un grand couloir tout en long, entrecoupé par plein d'autres couloirs. Dans chacun de ces couloirs, il y a des chaises et des portes avec des numéros. Plein de portes, hein, vraiment, et plein de numéros. Je vois qu'à droite, dans le grand couloir principal, il y a le comptoir qu'on m'a indiqué, le numéro de comptoir qu'on m'a indiqué. Et c'est là que c'est devenu un peu compliqué pour moi. Arrivé sur place, il y a une Megumi qui commence à me blablater en japonais. Je lui réponds encore une fois que je parle pas de japonais, comme à chaque fois. Et là, elle continue de me parler. Je lui dis que je parle pas, et là, elle continue. Bah oui, je suis tombé sur le fameux coup dont je vous ai déjà parlé plein de fois, les fameux japonais qui vous parlent, même si vous leur dites en japonais que vous ne parlez pas japonais et que vous ne comprenez rien, ils continuent de vous parler, ils vous regardent, blablabla, ils vous posent des questions, puis ils attendent une réponse. Mais je comprends pas ce que tu dis, Megumi, donc ça sert à rien, tu pourras parler pendant 20 minutes, et ça c'est vraiment agaçant, ça arrive de temps en temps, les gens qui ne comprennent pas que vous parlez pas la langue, et plutôt d'essayer de trouver des solutions, qui vont peut-être essayer de trouver des trucs, continuez de parler, puis attendre. Mais il n'y aura pas de solution. En fait, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. Mais pour moi, c'est ce que j'appelle aussi les fameux robotos. C'est-à-dire qu'on leur a dit que c'était comme ça que ça marchait. Et quand il faut prendre des initiatives, ils sont totalement perdus. Et les Japonais ont vraiment beaucoup de mal avec la prise d'initiative, souvent. Bien sûr, pas tous, hein, ne généralisons pas. Mais il y a beaucoup de Japonais qui sont vraiment des employés japonais qui sont incapables, parce que c'est des enfants, voilà, on enfantise les Japonais en général.
Et ils sont incapables de prendre des initiatives, ils ne savent pas faire, ça fait pas partie de leur mentalité, on leur a pas appris ça, et du coup, ils sont incapables de faire une initiative. Il faut que ça suive un script. Si on suit pas le script, ils savent pas quoi faire, ils font rien, ils font pas. Donc, là, je sens que ça va commencer à être un peu compliqué. Mais elle me donne un papier, voilà, en anglais à remplir, donc je me dis, bon, on va avancer là-dessus. Et là-dessus, ce papier, c'est pour donner mes symptômes, en gros, avec des cases à cocher. C'est simple à remplir au final, mais là, le seul problème, c'est que les symptômes ne correspondent pas du tout à ce que j'ai. J'écris donc en anglais à côté mes symptômes. Mais à ce moment-là, j'étais en train de me dire quand même que ça allait être vraiment compliqué si personne ne parlait anglais. Pour l'instant, toutes les expériences que j'avais eues, c'était vraiment du baragouinage. Puis là, j'étais au stade suivant où ça baragouinait pas du tout. Donc j'avais lu qu'on pouvait avoir un interprète, mais à aucun moment j'ai vu ce service et personne me l'a proposé. Donc j'étais en train de me dire que ça allait être vraiment relou. Puis quand vous allez à l'hôpital, c'est pour expliquer quelque chose de sérieux, c'est pas pour discuter à un bar avec des mecs en leur racontant n'importe quoi, puis où il manque les 3/4 des mots dans la phrase, et puis c'est pas grave si on se comprend pas. Donc je vais donc revoir la dame avec mon petit papier rempli, qui me parle encore une fois, me parle, je lui dis encore une fois que je ne parle pas et que je comprends pas ce qu'elle veut, et donc je lui demande en japonais s'il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais, s'il n'y a pas un traducteur, etc., qui pourrait aider à parler anglais. Elle me répond pas vraiment, et là en fait, je repense à un truc, c'est que j'avais écrit, que j'avais oublié, en fait, mais j'avais préparé la veille. Un conseil que je vous donne, c'est de le faire, c'est que j'avais écrit, en fait, mes symptômes. J'avais écrit mes symptômes en anglais sur mon téléphone, et je les avais écrits aussi en japonais. Donc du coup, vu que je vois que c'est compliqué, je lui montre mes symptômes comme ça. Je lui montre le téléphone, et je lui lis comme ça, en lui montrant. Et là, elle lit, bon, je suppose que la traduction Google Translate devait pas être fameuse, parce que, en plus, quand vous parlez de sperme marron, de mal aux couilles, etc., je pense que la traduction japonaise devait pas être parfaite. Mais bon, elle note des choses, elle note pas mal de choses même. Donc je me dis, espérons que la traduction est à peu près potable, qu'on m'envoie pas pour les amygdales, par exemple, pour m'enlever mes amygdales. Donc voilà. Et là, je vois qu'elle prend des notes et elle me dit de m'asseoir. Donc elle me dit de m'asseoir, etc. Puis elle revient et elle me redonne un papier en me disant, il va falloir aller à la porte numéro machin. Donc vous savez, les fameux couloirs. Donc c'est un couloir qui était à côté, les couloirs transversants avec plein de portes. Donc je m'exécute, Mais là, je me dis que c'est vraiment compliqué. Je me demande même si je dois pas me casser, en fait. Parce que c'est un problème qui est pas très rassurant. Et si je suis pas capable d'expliquer et de comprendre ce qui se passe ou de comprendre ce qu'on va me dire par rapport à mon problème, j'ai pas envie de rajouter ça encore au stress et au problème. Mais bon, en même temps, je me dis, je suis déjà là, j'ai déjà attendu pas mal, donc je vais continuer. Je me dis qu'on verra bien et qu'au pire, si ça se passe mal, que si à un moment ça devient un peu trop compliqué, je me casse et puis voilà, quoi. J'attends plusieurs minutes, j'ai aucune idée de combien de temps, je me souviens plus. Et là arrive une femme qui vient vers moi avec un genre de gros document, de porte-document, en fait c'était un dictionnaire, et c'était mon interprète. On va l'appeler Megumi 6e C, car oui, elle avait un peu un niveau d'anglais de 6e, quoi. Voilà, honnêtement, vous le savez, mon anglais est pas très bon, mais là je me suis retrouvé avec un niveau vraiment de 6e. Elle était vraiment, vraiment pas bonne. Mais bon, c'était vraiment meilleur que tout ce que j'avais croisé, puis là la dernière qui ne parlait pas un mot, c'était vraiment très compliqué. Donc honnêtement, je pense que c'était Ghislaine de la compta, qu'elle n'est pas du tout traducteur, mais qu'un soir, lors d'une sortie karaoké, entre collègues, elle s'est mise à chanter « Oh baby, baby, hit me one more time » et du coup ils ont dit « Oh putain, Megumi, elle parle anglais, là. Je me souviens, Megumi Ghislaine, elle parle anglais, ramène-la, on va la foutre au gaijin. » Bon, je pense que ça a été la pire journée de sa vie, on va pas se cacher, mais parce qu'elle était vraiment en panique, mais je la remercie vraiment beaucoup au final, et je l'ai beaucoup remerciée pour son aide, parce que même si son anglais n'était pas bon, ça a quand même permis beaucoup de fluidifier la suite du process, qui paraissait quand même très très mal engagé. Donc je vous le dis, elle est super mal à l'aise, mais essaye de m'aider. Elle me donne un papier et m'explique les étapes. Étape 1, je vais devoir faire pipi dans un petit bocal. Étape 2, je vais faire une échographie. Étape 3, je vais voir un docteur. Bon, déjà, c'est un peu plus rassurant, car oubliez pas, le truc de base, vous êtes avec un gars qui est super flippé. J'avais peur de faire des prises de sang, par exemple. J'ai une phobie des aiguilles. La dernière fois que j'ai fait une prise de sang, on m'a loupé 11 fois. Donc oui, je rigole pas, sur les 11 fois, j'ai un côté marseillais qui le rajoute, mais c'était vrai. Ils m'ont loupé 11 fois, on m'a piqué. Donc voilà, depuis, j'ai plus eu envie de faire une prise de sang. J'ai une phobie des aiguilles, voire pire, que les mecs me gardent et me disent « Bon, allez, on opère, c'est parti. » Et wow, tranquille. Donc voilà. Elle me demande donc de l'accompagner, on descend un étage plus bas et on va à une machine un peu comme un distributeur de café. Voilà. Je dois scanner mon petit papier, là, le fameux papier avec le code barre dont je vous ai parlé. Vous savez, c'est ce papier qu'on peut aussi récupérer, je pense, aux bornes. C'est un genre de numéro de suivi, votre ID password dans l'hôpital, en quelque sorte, pour vos opérations du jour. Donc je scanne ce papier, et là j'ai un petit gobelet qui tombe, comme dans une machine à café, quoi. Sauf qu'il n'y a pas de café dedans, il est vide. Il est étiqueté avec un code barre et mes infos. Je trouvais ça plutôt bien fichu au final. Je vais donc dans les toilettes, je fais pipi dans mon gobelet, je pose mon gobelet dans une petite fenêtre, un peu la traditionnelle quoi.
Mais là, je sais pas trop si je dois ouvrir la fenêtre, si je dois appeler quelqu'un, etc. Je suis un peu perdu, quoi. Donc dans le doute, je fais un petit Samimasen, puis je tape à la trappe, puis à la fenêtre, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai mis mon gobelet, puis il y avait quelqu'un qui l'a pris, qui m'a dit merci. Ok, mon gobelet rempli de pipi. Là, Megumi 6ème C m'attendait à la sortie des toilettes. On remonte et elle me dit d'attendre devant une nouvelle porte. Toujours dans le même couloir, mais dans un nouveau numéro. Qu'on va me rappeler pour l'échographie. J'attends quelques dizaines de minutes, quinzaine de minutes. Et là, on m'appelle, je rentre dans une pièce. Et ma Megumi 6ème C, elle est là. Voilà, elle est là. Et toujours, je vous dis, je remercie, je la remercie énormément. Je lui ai dit, voilà, parce que c'était cool qu'elle soit présente à chaque étape ensuite des problèmes. Parfois, elle se barrait, mais dès qu'il y avait une étape à passer, elle était là. Là, il y a un médecin qui m'a fait rentrer dans un petit coin, voilà, un petit coin fermé par un petit rideau. Vous connaissez les séries hospitalières, voilà. Et ma Megumi 6ème C est venue aussi dans ce petit recoin fermé en rideau. Et là, j'ai dû me déshabiller pour faire une échographie. Bon, là, c'était un peu le moment gênance, parce que elle traduisait très très mal, et du coup, je savais pas si je devais vraiment enlever tout, mon short, mon boxer, etc., ou juste un petit peu, quoi. Non pas que je suis pudique, parce que si, à la base je suis pudique, mais je suis malade, je suis à l'hôpital, donc on s'en fout, on est malade, des pénis, ils en ont vu 72 milliards tous les jours, on s'en fout, c'est pas grave, on n'est pas là, on n'est pas bien, c'est la vie, quoi, puis on a tous des corps différents, on s'en branle, mais je voulais pas faire un truc qui aurait pu choquer à cause d'une incompréhension japonaise, quoi, du genre, mais qu'est-ce qu'il fait le gars, on fait pas ça au Japon, mais mon Dieu, pourquoi il se met tout nu, quoi. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, on arrive à se comprendre, puis on le fait légèrement, on pousse un peu, puis on demande encore, c'est pas trop, quoi, mais voilà. Je pense qu'eux, ils vous prennent pour un mec super gêné, etc., alors que c'était pas le cas, c'était plus par rapport à eux que je voulais pas non plus, faire le geste qu'il ne fallait pas. Mais bon, ça se passe, il fait son échographie, puis ensuite demande un truc à ma Megumi 6ème C. Je comprends un peu entre les lignes, je comprends qu'il veut mettre un doigt dans les fesses, quoi, un toucher rectal. Mais là, ma Megumi, c'était hyper drôle, elle bug total. Elle commence à me dire... he wants a finger. Puis elle commence à chercher dans son dictionnaire électronique, grosse goutte de sueur, puis elle cherche dans son dictionnaire papier. Ça dure un petit peu, ça dure genre 1 ou 2 minutes. Et c'est franchement la scène, il fallait avoir, à raconter c'est très nul, mais à voir c'était magique, c'était digne d'un film. Avec la Megumi en panique, moi allongé le pénis à l'air, dans une mini pièce, parce que on était tous proches les uns des autres, puis la pauvre Megumi aussi, elle a assisté tout ça, alors que je pense que c'est pas son boulot. Et le mec assis devant son appareil médical à côté de moi, qui la regarde d'un air blasé, qui se retourne en la regardant d'un air blasé, et d'un coup se retourne avec moi très lentement, avec un léger sourire que j'ai pu deviner derrière son masque, parce qu'on se voyait avec ses yeux et tout. Il avait vraiment la tête de l'emploi pour sortir ça, et là il me sort « asshole » avec un gros sourire. J'ai explosé de rire intérieurement, la scène était surréaliste et super drôle. J'ai fait « ok mec, de toute façon pas de problème, je suis là pour ça », donc je savais que j'allais sûrement passer par ce genre de truc. Et donc ça a été mon dépucelage de mon anus, je dois l'avouer, par un docteur japonais. Bon, pour tous les garçons qui doivent se poser la question maintenant et qui devront y passer après 40 ans normalement, c'est pas la sensation la plus agréable de la galaxie, en tout cas pour moi, j'ai pas kiffé, Mais bon, c'est rapide, on va dire, ça va, puis ça fait pas mal, c'est juste un peu désagréable d'avoir quelqu'un qui vous fourre des doigts au fond de l'anus, voilà. Ensuite, et puis on s'attend pas vraiment à la sensation, quoi. Ensuite, il m'a caressé les couilles, oui, je vous ai dit, ça serait cru, voilà. Là où j'ai mal, donc, j'avais un peu peur que, avec cette partie, parce que pour les filles, vous le savez peut-être pas, mais pour les garçons, ils le savent, quand on a mal aux couilles, ça fait très très mal, c'est très sensible comme partie. Et j'avais peur que ça me fasse mal, quoi, qu'il touche et qu'il malaxe, et que je fais, tu vois, genre, t'es là, tu fais, m'arrête ça, Jean-Michel. Mais au final, je dois l'avouer, il a été très doux, voilà. Merci Juichi, tu as été très doux avec mes parties intimes, et je te remercie. Je ne te remercie pas pour les doigts dans les fesses, mais bon, pour ça, c'était bien. Enfin, c'était bien, je vais pas dire que j'ai kiffé, mais au moins, c'était plus peur que de mal, quoi. Bref, l'examen est un peu surréaliste, surtout avec cette phrase, puis avec cette Megumi qui est là, qui à mon avis n'a jamais vu ça, qui ne devait pas être là, et qui se dit mais pourquoi j'ai pas pris un jour de congé, pourquoi je suis pas resté à la maison aujourd'hui. Mais ça se passe bien, c'est rapide, et encore autre étrangeté à ce moment-là, il y a une Megumi qui a débarqué, une infirmière, quand on me faisait mon toucher rectal. Elle a assisté au spectacle jusqu'à la fin, elle a suivi le petit caressage de couilles, tout va bien, et c'est barré ensuite. Elle n'a servi strictement à rien, du coup je n'ai pas compris qu'est-ce qu'elle venait foutre là. Je pense qu'elle est venue mater, on lui a dit regarde, il y a un gaijin, ça vient pas souvent, viens voir Megumi, toi qui n'as jamais vu de pénis. De gaijin. Alors, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'était... Bon, après ils sont pas allés la chercher non plus, heureusement, parce que là si le mec était sorti puis qu'il était revenu avec elle et qu'elle avait rien fait, je me serais dit les mecs, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Mais non, elle est arrivée, donc c'était peut-être normal, mais c'était très étrange. Je fais bon, si tu veux faire une photo, n'hésite pas, voilà, fais-toi plaisir, je ne sais pas. Donc voilà. Et au passage, encore une fois, je m'excuse grandement pour ma Megumi 6ème C qui a dû assister à tout ça. Alors qu'encore une fois, à mon avis, c'est pas du tout son job.
Donc je lui ai dit vraiment merci à plusieurs fois, à plusieurs reprises pendant toute la session de l'hôpital quand on bougeait ensemble pour son aide, parce que c'est un peu grâce à elle au final, sans le vouloir, que je me suis bien marré aussi, parce que c'est avec le fameux asshole et là où elle était perdue, c'était vraiment un moment magique. Une fois l'examen fini, on me dit d'attendre dans le couloir, je m'assois, et au bout de, on va dire, une quinzaine de minutes, ma Megumi revient pour me dire que je vais voir enfin un médecin. Mais que ça va prendre du temps, sûrement plus d'une heure. Alors, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'elle attendait que je dise que j'allais partir, aller me faire un café, que j'allais aller au combini du coin, que j'allais revenir. Mais franchement, j'en avais rien à foutre, vu que j'étais là et que j'avais pas grand chose à faire. Je lui ai dit que je restais, ok, que c'était pas grave, quoi. Elle avait l'air surprise, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas revenir, c'est dans une heure, je vais pas rentrer chez moi, quoi. Donc de toute façon, j'avais pas grand chose à faire. Donc voilà, j'ai attendu dans ce couloir que mon numéro s'affiche. Je vais donc dans une autre porte, et là je vois encore une fois, donc une heure plus tard, que ma Megumi est assise dans la salle. Je suis dans un cabinet classique de médecin, on va dire, sauf qu'ils sont deux. Alors pourquoi aussi, là j'ai pas trop compris. Mon médecin commence à raconter à ma Megumi des trucs. En gros, il me pose des questions banales, genre il me demande mon âge pour ma date d'anniversaire. Peut-être pour me faire un cadeau, je sais pas. Si je suis allergique, si j'ai des problèmes médicaux, si je prends des médicaments en ce moment, etc. Truc classique. Et ma Megumi traduit tout ça. Mon docteur parle parfois quelques mots en anglais quand il voit que ma Megumi est en galère, donc je me demande s'il parlait pas mieux anglais qu'elle. Et il essaye pas de me parler en anglais pour autant. Alors il me dit qu'il y a une bactérie dans mon urine, qu'il pense pas que ça soit une MST, mais qu'on va quand même de toute façon regarder en détail les tests d'urine que j'ai fait. Et qu'il faudra du coup que je revienne dans une semaine, qu'ils vont me faire un traitement antibiotique, ce qui va durer une semaine et qu'on avisera finalement la semaine prochaine. Bon là du coup moi je suis un peu rassuré, car je me dis que le parti touché rectal, touchage de boule, n'a rien décelé de cancéreux. Parce que j'avais un peu peur de ça, mais bon, je savais pas ce que j'avais, et puis je me suis dit, bon, bah là, ça commence à avoir une douleur dans les boules, etc. Est-ce que c'est pas un cancer, etc. Puis a priori, c'est quand même quelque chose de grave dans ces cas-là, surtout dans ces parties-là. Donc j'avais un petit peu peur de tout ça quand même. Avant d'aller à l'hôpital, j'ai commencé un peu à stresser par rapport à tout ça, quoi. Donc voilà, je me dis, ils ont rien vu, ils m'en parlent pas, donc a priori, à moins qu'ils veuillent me faire la surprise dans une semaine, en disant, on te l'avait pas dit parce qu'on avait peur, on voulait te laisser une semaine tranquille, mais en fait, tu as un cancer. Bon, je pense pas, je pense que tout s'est bien passé avec l'échographie. Normalement, quand on fait l'échographie, qu'on vous met un doigt dans les fesses, on a le résultat tout de suite, c'est pas genre, c'est pas le Juichi qui va garder ses doigts avec son petit gant et qui va les garder 2 jours en disant non, ça va, je pense qu'il n'y a rien. Donc voilà, je sais pas si vous avez entendu le reniflement, je sais c'est dégueulasse, mais il fallait que je le fasse. Donc voilà, je suis un peu rassuré, on me donne une feuille de soins pour récupérer des médicaments dans une pharmacie. Je sors de là, on me pose quand même quelques questions, ma Megumi est gênée, c'est rigolo de me demander si j'ai eu des rapports sexuels. Oh mon dieu, il y a des rapports sexuels, je suis obligé de vous demander ça. Bon, c'est pas très grave, je suis à l'hôpital, de toute façon, même si je m'étais mis un concombre dans les fesses, je dirais j'ai un concombre dans les fesses, qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà, c'est la vie. Bon, c'était pas le cas, donc c'était assez drôle encore une fois, et c'est le docteur même qui a dit quelques trucs un peu crus en anglais, parce qu'elle était un peu en panique à chaque fois qu'il fallait dire des trucs crus. Je ressors avec ma Megumi, qui m'accompagne. Elle m'explique la suite des démarches, me dit qu'il y a 3 pharmacies en face de l'hôpital, car oui, ce que je savais pas, mais j'aurais pu m'en douter en même temps, c'est que les kusuri, vous savez, les fameux kusuri, on vous en a parlé, c'est le genre de drugstore où on peut acheter des médicaments, mais aussi on peut acheter un truc pour laver son linge, etc. Il y a plein de petits, on peut même acheter de la bouffe. Ce ne sont pas des pharmacies finalement officielles où vous allez pouvoir acheter des trucs, des antibiotiques ou des médicaments un peu plus forts. C'est juste pour des médicaments, on va dire courants, des mal de tête, mal à la gorge, etc. Des trucs sans prescription. Mais pour les vraies prescriptions, apparemment, il y a des vraies pharmacies. Mais avant d'aller à la pharmacie, oui, comme je vous l'ai dit, je suis quoi? Je suis pas un patient, je suis un client. Il faut aller payer. Donc elle m'accompagne au rez-de-chaussée. Là, je retourne à l'endroit quasiment où j'étais allé, mais c'est une autre queue, mais c'est les mêmes comptoirs. Ils ont fermé les comptoirs d'à côté. Et là, c'est les autres comptoirs qui sont ouverts, où il y en a, je sais pas, 7, 8, peut-être comptoirs qui sont ouverts. Il y a une queue de 15 km vraiment qui m'attend pour aller régler. Donc, comme je vous dis, il y a à peu près 8 comptoirs. Et ce sont des comptoirs pour la comptabilité, en gros. C'est ce qu'il y a écrit comptabilité. Mais c'est pour vous faire votre dossier, puis vous dire, allez, vous allez payer tant. Et finalement, ça allait très vite. J'ai attendu pas plus de 10 minutes, je pense, à faire la queue. C'est vraiment allé vite. Il y avait 8 comptoirs ouverts, donc ça allait très très vite. Puis arrivé sur place, toujours pas d'anglais. Mais bon, c'est assez simple. Je file tous les papiers qu'on m'a donnés. Voilà, je vais pas chercher plus loin. Et là, on me donne un numéro et on me dit d'aller payer à une machine automatique qui est à côté. Arrivé sur place, j'ai la joie de voir que la machine parle en anglais. Et en plus, c'est vraiment rien de compliqué là aussi. Il suffit de mettre sa fameuse carte de club, parce que maintenant j'ai ma carte de club de l'hôpital, on la rentre dedans comme une carte de crédit, puis après il te demande est-ce que tu veux payer en liquide ou par carte. Alors, attention aussi pour vous, si un jour vous devez aller au Japon et que vous êtes malade, j'ai vu que pas mal de cliniques n'acceptaient pas les cartes, c'était du cash only. Donc j'avais prévu le coup, mais a priori la carte passait ici, mais donc prévoyez quand même du cash si un jour vous devez aller à l'hôpital, parce que pas sûr que vous puissiez payer par carte, et puis il
Il y aura toujours un 7-Eleven pas très loin et tout, mais ça fait encore du stress en plus, etc. Donc prévoyez d'avoir un peu de monnaie, d'avoir un peu du cash avec vous. On paye donc à la machine, et voilà. Pour vous dire, au niveau du prix, j'en ai eu pour 9000 yens environ, sachant qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait 5500 yens de frais d'inscription. Donc techniquement, j'en ai eu pour 4000 yens, qui va être l'équivalent de 35 euros, 30 euros, un truc comme ça. J'ai dû en avoir pour 35 euros pour toute la consultation, sachant qu'il y a 80% des frais, normalement, qui sont pris, ou 70, je sais plus, je crois que c'est 70 en temps normal, mais moi je crois que je suis à 80%, il y a deux trucs, mais je suis pas sûr, par la sécurité sociale. La sécurité sociale japonaise marche un peu comme la sécurité sociale française, elle ne prend pas l'intégralité, mais prend une partie. Vous pouvez avoir une mutuelle, mais pour l'instant, moi, j'en ai pas pris parce que je suis pas souvent malade. Je sais que c'est un risque, parce que ça peut vite monter. Là, si vous en avez, si je devais me faire opérer et que j'en avais pour, je sais pas, 100 000 euros d'opération, je sais pas du tout combien coûte une opération, je pense pas que ce soit 100 000 euros, mais encore, ça peut arriver. Ça veut dire que si vous devez payer 20%, vous devez payer 20 000 euros. Voilà. 20 000 euros, moi, c'est toutes mes économies, donc je serais pas très content. Donc, il faudra sûrement que je me penche sur les mutuelles à un moment donné, mais bon, là, j'avoue, je venais d'arriver, c'est pas les premiers trucs que j'ai fait. Et puis manque de bol, il m'était jamais rien arrivé, je suis jamais vraiment malade, mais là pour une fois j'ai eu un problème. Mais bon, ça m'a pas coûté si cher que ça finalement, ça m'a coûté 9000 yens, donc à peu près 80 euros, pardon. J'en ai eu pour 80 euros de consultation, donc bon, c'est un peu cher bien sûr dans un budget, quand vous avez un budget serré, mais bon, c'est pour la santé, je vais pas cracher dessus. Et je sors donc le cœur plus léger. Qu'à l'arrivée, car mine de rien, ça me stressait pas mal, comme je vous l'ai dit, plus le fait d'aller à l'hôpital, le fait de pas parler la langue, que c'est nouveau, on sait pas trop comment ça marche, c'est beaucoup de stress d'un coup, vraiment. L'hôpital a dû durer 3 heures environ, j'ai dû rester à peu près 3 heures sur place. Et là, je vais donc une des 3 pharmacies en face. Alors, chose rigolote, c'est qu'elles sont vraiment côte à côte, mais toutes côte à côte, il n'y a pas d'espace, quoi. Je vois pas trop l'intérêt. Il doit y en avoir un sûrement que j'ai pas compris, mais c'est comme si vous mettiez un combini et qu'il y avait un 7-Eleven avec juste à côté un Family Mart et que juste à côté vous avez un Lawson, mais vraiment les 3 face à face, enfin côte à côte quoi. Il y a même pas genre on va dire une boutique entre les deux quoi. Là tu dis bon pourquoi pas, mais voilà. Donc je sais pas laquelle choisir, donc je prends celle qui a l'air un peu plus neuve et où il y a le plus de gens qui va, c'est un peu con, je me dis bon c'est peut-être qu'elle est mieux, parce que mais bon elle est mieux en même temps, c'est des médicaments qu'on leur a prescrits, donc je vois pas ce qu'ils pourraient faire de foirer, mais bon voilà. La logique n'a pas vraiment de logique. Là j'arrive, la pharmacienne me pose encore plein de questions en japonais, personne ne parle anglais encore une fois, je comprends rien, et là du coup j'ai eu un peu une idée que j'ai pas fait à l'hôpital et je m'en veux, j'étais un peu bête, j'ai pas pensé, mais vous savez, vous êtes un peu dans le feu de l'action, dans le stress, vous avez plein de trucs à faire, faut regarder, faut comprendre, mais j'ai pas sorti mon Google Translate. Vous savez, Google Translate, vous parlez, vous faites parler la personne et ça traduit. C'est un peu chiant, parce que la personne comprend pas forcément au début, puis voilà, ça met un peu une limitation dans la conversation. Mais c'est vrai que ça aurait pu faciliter les choses parfois pour moi, surtout avec la Megumi qui parlait pas un mot dans l'hôpital. Mais sur le moment, j'y ai pas pensé. Et là, par contre, en arrivant, je me suis dit, putain, mais je suis con, faisons ça, parce que encore une fois, je comprends rien et je sens que ça va être compliqué, et que là, elle savait pas trop quoi faire. Donc je sors mon Google Translate, et là, je comprends qu'elle me demande un genre de carnet de santé, et qu'elle me demande mon poids. Bon, le carnet de santé, moi, je l'ai pas, j'ai pas de carnet de santé japonais, et puis mon poids, je le connais, donc j'ai pu lui donner. Et après, elle me file un numéro, et là, j'ai dû attendre. Longtemps. Très longtemps. La pharmacie, j'ai attendu quand même 40 minutes pour qu'on me donne 7 gélules. Alors, je sais pas s'il y a une poule qui pond les gélules sur place à la demande, mais c'était quand même très très long. Pour la drôlerie en plus, c'est que, qui était pas vraiment drôle sur le moment, c'est que après, je sais pas, 5-10 minutes à être installé, dans une minuscule salle d'attente, la salle était vraiment toute petite, puis c'était très bondé, on devait être une quinzaine, vingtaine dans la salle d'attente, je vois que mon téléphone sonne en boucle. Un numéro japonais sur Kyoto qui m'appelle peut-être 11 fois, 12 fois sur 7 minutes. Et là, je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je me dis, j'ai dû oublier soit un truc à l'hôpital, un papier où il y avait mon numéro de téléphone, ou alors, il y a un truc que j'ai mal fait quelque chose, j'ai pas payé correctement, j'ai oublié de payer ou j'ai oublié de faire un truc, ou peut-être une mauvaise nouvelle. Voilà, ils ont vu qu'il y avait un truc qui allait pas. Bon, là, il y a plein de monde, c'est exigu. Je savais pas que ça allait durer non plus encore 15 plombes. Je me suis dit, peut-être que dans 2 minutes, j'ai mes médicaments, j'appellerai en sortant de l'hôpital. Moi, je suis pas du genre, en plus, à sortir mon téléphone, faire « Ah, c'est bon, Michel, on s'en fout, machin, il y a plein de gens, mais je m'en branle parce qu'il y a que moi dans la vie, puis les autres, ça va. Hein. » Voilà, moi, je suis pas comme ça, je suis du genre à dire, on appelle que quand il y a personne autour de soi, on dérange pas les autres. Donc, je me dis, je vais attendre un peu. Mais bon, c'est vrai que la personne appelle, et elle s'arrête pas, quoi. Vraiment, elle s'arrête pas. Même parfois, sur 1 minute, elle appelle 5 fois. Si j'ai pas répondu, calme-toi. Puis il y a pas de message. Laisse pas de message audio, bien sûr. Donc je réponds pas, voilà, et j'attends. Voilà. Sauf que ça prend du temps, et je stresse un peu en me disant, puis ça me stresse aussi de dire, la personne est en train de m'appeler comme de ouf, c'est bizarre, quoi, parce que si c'est juste j'ai oublié un papier, ça va, là ils appellent, quoi. Sauf que, comme je vous dis, ça le dure, le stress commence à monter, et là je vois une pharmacienne débarquer avec un téléphone. Elle me parle en japonais, je comprends pas trop, mais bon, je me doute que le téléphone c'est pour moi, donc je prends le combiné. Et là je tombe sur ma Megumi 6ème C,
qui me demande de revenir à l'hôpital faire un test tout de suite. Alors je lui dis tout de suite, là je peux pas, je suis à la pharmacie et tout. Puis elle me dit mais pourquoi vous avez pas votre téléphone, vous répondez pas, j'ai essayé de vous appeler, je fais si mais alors je lui ai dit que j'avais pas vu, en fait je l'avais vu mais parce que je voulais pas lui expliquer déjà que son anglais elle comprend rien, puis je voulais pas lui expliquer que je veux pas répondre parce qu'il y a du monde dans la salle et puis que j'attends la pharmacie, donc j'ai juste dit non pas vu. Puis je lui ai dit oui je reviens à l'hôpital mais par contre faut que j'attende d'avoir mes médicaments, quand je suis à la pharmacie je peux pas partir comme ça. J'avais en plus donné mon ordonnance donc je pouvais pas partir et puis revenir, etc. Puis je parle pas la langue, donc je peux pas expliquer en disant « Hey Megumi, je dois retourner à l'hôpital, je sais pas pour combien de temps j'en ai, garde mon ordonnance, t'as vu ma tête, je reviendrai, puis quand je reviendrai, je t'expliquerai que c'est moi et que j'attends. » Non, parce que tout ça, on peut pas l'expliquer, hein, on parle pas la langue, donc du coup, je me dis « Je vais juste attendre. » Puis encore une fois, je sais pas si ça va durer longtemps, sauf que ça a duré. Ça dure encore au moins 20 minutes d'attente, et du coup, là, le stress, il était à son paroxysme. Parce que je me dis « C'est pas bon signe. S'ils me demandent de revenir direct, c'est qu'ils ont dû voir un truc qui va pas. C'est bizarre qu'elle me dise revenez tout de suite, revenez faire un test tout de suite. C'est vraiment ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit il faut revenir tout de suite faire un test. Donc vous dites merde, ils ont dû apercevoir un truc, il y a un truc qui va pas. Donc 20 minutes de stress, hein. Vraiment 20 minutes de bon stress alors que j'étais reparti le cœur léger, c'était l'ascenseur un peu émotionnel. Je retourne à l'hôpital, pas besoin de refaire la queue. Là, elle m'avait dit d'aller directement au comptoir, vous savez, avec la Megumi qui parlait pas un mot d'anglais, que je retrouve. Elle me dit d'attendre quelques minutes et plus tard, ma Megumi 6ème C débarque. Là aussi, elle me dit d'attendre, je stresse toujours, hein, parce que je me dis, mais pourquoi ils m'ont demandé de revenir très rapidement, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vois une infirmière revenir avec 2 flacons. Alors, en fait, là, quand j'ai vu les 2 flacons, je me suis dit, bon, a priori, ça devrait pas être un truc trop compliqué, ça devrait pas être un truc trop stressant. En fait, ils avaient oublié de me refaire faire pipi dans les flacons antibactériologiques, parce que le premier flacon, c'est le flacon, vous savez, flacon, je vais boire un café. Attention, petit tips, une fois que vous allez à la machine à café qui vous donne le petit flacon, quand vous faites pipi dedans, ne buvez pas. Ne buvez pas votre urine, ce n'est pas un café. Oui, bon, c'était la petite blague pourrie, mais c'est vrai que ça ressemble vraiment à une machine à café, donc voilà. Heureusement qu'on ne doit pas remettre le truc dans la machine à café, parce que sinon ça serait très confusant. Donc voilà, donc elle me dit, là en fait c'était un flacon normal, et là c'est des flacons antibactériologiques, donc ils sont traités pour ça. Ils me disent qu'il faut pas que je mette, attention encore mots crus, oh là là, désolé pour les gens qui n'aiment pas les mots crus, mais qu'il fallait pas que je mette mon pénis dedans, que ça touche pas, etc. Il fallait que je commence à faire pipi dans les toilettes, puis après que je fasse pipi dans ces 2 bocaux, parce qu'ils voulaient tester avant mon traitement antibiotique. Je pense que c'était pour vraiment vérifier une fois sans aucune bactérie pour voir que tout va bien, quoi. Donc plus de peur que de mal, hein. Sauf que bon, moi j'avais déjà fait pipi dans un bocal que j'avais bien rempli, puis j'avais pas bu de la journée. Donc ça allait être compliqué pour moi de remplir 2 gros flacons, sachant qu'en plus avant ils demandaient de faire pipi dans les toilettes. C'est-à-dire qu'il faut faire pipi dans les toilettes, vite faire pipi après ensuite dans un flacon, sans toucher le flacon bien sûr, et que vous devez refermer et vite faire pipi dans un autre flacon, et que vous devez remplir les 2. C'est un peu compliqué quand même, parce que j'ai pas envie de faire pipi. Donc voilà comment se finit mon aventure. Du coup, la Megumi me raccompagne quand même encore une fois au 2e étage, là où il faut faire pipi. Mais cette fois, je lui demande si c'est vraiment la fin. Elle me dit oui. Je lui dis m'attendez pas parce que ça va peut-être prendre un petit peu de temps pour faire pipi. Donc elle s'en va. Je lui dis merci encore une fois. Bon, je remplis les flacons comme je peux, mais c'était un peu compliqué. Mais dans l'ensemble, voilà, l'aventure est enfin finie. Je peux partir. Dans l'ensemble, ça aura duré 4 heures au total, hein, pharmacie et retour à l'hôpital compris. J'ai trouvé franchement le système qui était très bien huilé. Pour le coup, c'est super bien organisé, c'est très clair, il y a plein d'étapes, hein, comme une administration, mais franchement, c'est clair. Si on parle japonais en tout cas. Je pense que tout ça a pris plus de temps pour moi, à cause du problème de langue, de trouver une traductrice, de bien comprendre de comment ça marche. Mais si j'étais fluent en japonais, je pense que ça m'aurait pris énormément moins de temps. J'aurais sûrement gagné 1 heure, je pense, sur les consultations, surtout que j'étais arrivé dans les premiers. Donc j'aurais pu tout enchaîner, mais finalement ça a pris du temps parce qu'ils sont allés chercher ma Megumi et que du coup d'autres gens sont arrivés entre-temps. Je pense que j'aurais peut-être même pu finir en 1h30. Mais franchement, j'ai été assez bluffé par l'organisation pour le coup. Aussi, un autre truc, c'est l'étrangeté des médicaments. J'ai eu que 7 gélules, donc 1 par soir, et c'est tout, que je dois prendre après le dîner. Vous savez, en France, moi je repartais quand j'étais malade, je repartais toujours avec 4 ou 5 cachets à prendre le midi, plus 4 le soir, plus 2 au goûter, 1 à prendre entre le fromage et le dessert, mais attention, vous en prenez que la moitié, l'autre moitié, enfin avec des trucs toujours compliqués. Bon, là c'est 1 cachet, après le dîner. Bon. Et du coup, l'efficacité, pour l'instant, n'était pas super au rendez-vous. Ça n'a pas empiré, hein, mais ça s'était légèrement amélioré au niveau de la douleur, mais rien non plus de super transcendant. Puis mon sperme, toujours un peu marronasse. Mais, ça c'est quand j'ai écrit mon podcast, parce que je prépare mon podcast pour noter les idées. Là, je l'enregistre depuis, je l'avais écrit il y a 2 jours, là, je l'enregistre 2 jours après. J'ai de l'amélioration, c'est-à-dire que j'ai moins mal, j'ai encore une douleur, mais je sens vraiment que ça part. Et mon sperme redevient une couleur un peu plus normale, jaune-blanc. Alors, c'est pas encore blanc, mais voilà, entre les deux, c'est beaucoup moins marron, et c'est même plus marron du tout, maintenant c'est plus blanc teinté de jaune. Donc, ça a l'air de faire effet.
Mais voilà, c'est vrai que là, depuis quelques jours, j'étais en train de me dire, bon, bah, c'est pas génial parce que ça fait pas effet. Et vu que je dois y retourner jeudi, donc bah, là, on est mercredi quand j'enregistre le podcast, donc c'est demain que j'y retourne, bah, on verra ce que ça donne, hein, on verra ce qu'ils vont me dire. Mais cette fois, en tout cas, j'aurai pas à refaire la même procédure. J'irai directement à la machine, à l'entrée, avec ma carte du club, je suppose. Et je pense que j'aurai mon rendez-vous affiché, que j'aurai un papier imprimé comme la dernière fois avec des codes barres, qu'avec ce code barre, je vais aller faire pipi, que je vais leur donner, que je vais voir un médecin, et que je vais lui dire, bon, bah voilà, ça s'arrange pas. Bon, là, je vais lui dire, ça s'arrange. Puis qu'il va peut-être me dire les résultats des analyses, s'il a vu quelque chose de plus grave ou autre, au niveau d'une MST par exemple, je sais pas. Il n'avait pas l'air de croire que c'était une MST, puis effectivement, là, les médicaments ont l'air de faire effet, donc je pense qu'il était sur la bonne voie. Donc au final, voilà, j'avais pas des douleurs atroces aussi, donc ça s'est bien passé hein, quand j'ai dû aller à l'hôpital. Il y avait le stress de la langue. C'est pour ça que je recommande d'y aller franchement avec un ami qui parle japonais si vous le pouvez. Si vous parlez pas, ça vous évitera du stress quoi, pour rien. Mais franchement, dans l'ensemble, c'est très bien passé, même si je m'attendais quand même à avoir un interprète, un vrai interprète dès le départ. Mais bon, le principal c'était de pouvoir communiquer. Et puis comme je le disais, c'était pas atroce. Je pense que si on y va avec des douleurs un peu chiantes, ça peut être un peu longué. Mais bon, n'ayant jamais expérimenté les hôpitaux en France, peut-être que quand vous avez des douleurs atroces aussi, en France, vous devez attendre longtemps, etc. Et que finalement, c'est pas pire. Je ne peux pas comparer, je n'ai jamais fait. J'ai oublié un truc, donc voilà, le tips aussi que je veux bien vous redire, c'est ce que j'ai fait avant d'aller à l'hôpital, d'écrire sur mon téléphone mes symptômes en anglais et en japonais, ça a été vraiment efficace. Donc je vous conseille vraiment de le faire. Puis sur place, vous n'avez pas forcément le temps, vous allez taper machin et tout, donc faites-le en amont avant de partir. Comme ça, vous montrez ça, ça vous aidera peut-être. Voilà, enfin moi en tout cas, ça m'a aidé. Mais bon, on va croiser les doigts pour que mon problème s'arrange bientôt et que ça soit finalement que ça. Ça a l'air pour l'instant, mais bon, j'en suis pas sûr à 200%, hein, je suis encore un peu gêné. Que ça soigne avec un peu plus de médicaments, par exemple, qui m'ordonnent. Après, il faut dire que c'est vrai que je sais aussi qu'au Japon, les doses pour les gaijins ne sont pas... Enfin, les doses japonaises ne sont pas vraiment prévues pour les gaijins. Souvent, les doses japonaises sont très légères. C'est-à-dire que, vous savez, nous, on va prendre un Efferalgan 1000 ou je sais pas quoi. Eux, si vous prenez un Efferalgan 100, ils vous regardent en disant « Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais t'es un drogué! Ah mon Dieu !» Mais non, mais ton Efferalgan 100, moi, ça fait rien. Enfin, je vais pas le sentir, en fait. Donc là, par exemple, les médicaments qu'ils m'ont donnés, j'ai l'impression que la dose, elle n'est pas très très forte. Donc je pense que voilà, c'est des médicaments pour japonais ne sont pas adaptés aux gaijins et c'est souvent un problème. Je l'ai souvent entendu ça, qu'effectivement, les doses sont pas forcément assez fortes pour un gaijin. Donc parfois on va vous donner des médicaments, mais ça va pas vous soigner très vite. Ou voilà, il va falloir expliquer à votre docteur que vous êtes un gaijin et que cette posologie-là, c'est pas. Mais bon. Aller expliquer à un docteur faire son travail, c'est pas non plus la chose qui est le plus intelligent à faire, donc il faut leur faire confiance aussi. Mais voilà, c'est vrai que quand on voit la posologie et le nombre de médicaments, je pense qu'en France, mon problème, là, je le sentirais plus. Parce que là, ça fait une semaine quasiment qu'on m'a filé des médocs. Là, en France, je pense que ça ferait déjà 3-4 jours que je le sentirais plus, alors que là, ça commence à peine maintenant pour moi. Peut-être pas, hein, je suppute, mais j'ai quand même cette impression. Mais voilà, c'est parti, c'est fini pour cette expérience de l'hôpital. J'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, que vous aurez appris certaines choses sur l'hôpital. Moi, franchement, j'étais vraiment impressionné par la façon dont ça marche. En tout cas, cet hôpital-là fonctionnait bien. Je compare avec juste ce que je connais. Hein. Ça a été très, très, très efficace. Moi, je trouve ça plutôt bien foutu. J'y retourne jeudi, donc j'y retourne demain. Donc, on va voir si encore une fois c'est très efficace et que ça se passe bien. Mais voilà, c'était plus de peur que de mal aussi, même si j'ai eu beaucoup de stress, puis c'était quand même des douleurs. Mais voilà, maintenant ça va un petit peu mieux, je vous rassure, même si je ne sais pas encore. Hein, j'aurai peut-être une mauvaise nouvelle demain, j'espère pas. Mais bon, pour l'instant, on est sur la bonne voie, on va dire, donc tant mieux. Et vous le savez, on est revenu sur le podcast, donc on va revenir aux rubriques. Je ne vais pas faire de rubrique cette fois-ci. L'Insta du moment, parce que vous savez, à chaque fois, je vous faisais un petit focus Instagram, parce que ce podcast-là sur l'hôpital dure un petit peu longtemps, donc je vais faire plus court, il y aura pas non plus... il y aura juste la reco, voilà, parce que j'ai envie de reprendre quand même un peu les recos. Donc, voilà, passons à la rubrique de la reco. Et cette semaine, pour le retour de la reco, alors pour ceux qui ne connaissaient pas trop... l'ancien podcast et qu'on découvert avec les hors-sujets qu'on pas écouté les anciens. Normalement, il y a 3 rubriques. Il y a le focus, donc comme on a fait là sur l'hôpital, ça peut être un voyage, ça peut être un sujet divers et varié. Il y a un petit Instagram, je vous présente toujours très rapidement un compte Instagram que j'aime bien pour vous le faire découvrir, parce que j'aime bien aller sur Instagram. Et il y a souvent une reco, c'est-à-dire un lieu que j'aime bien. Voilà, alors c'est pas un lieu, souvent c'est un restaurant, une boutique, c'est plus quelque chose comme ça, c'est pas un lieu à visiter, ça peut, mais la 3/4 du temps c'est surtout pour vous faire découvrir des bons cafés aussi, parce que j'adore le café pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc voilà, là aujourd'hui on va aller sur un café. Bah oui, on reprend les podcasts, donc forcément on commence par le café. Et je vais vous parler de Ventoto, qui est un café qui fait des pâtisseries à tomber sur Wakayama. Alors Wakayama, on fera bientôt un podcast sur le sujet, donc côté balade.
Wakayama, c'est au sud d'Osaka. C'est à peu près, il me faut à peu près 2h30 pour aller en faisant des changements, en allant de Kyoto porte à porte. Mais il y a aussi des trains qui vous permettent d'y aller en 1h30, je pense, en direct. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. D'Osaka, il faut compter 1h30 à peu près pour faire Wakayama, Osaka, suivant où vous allez dans Osaka. Si vous allez à Umeda, c'est 1h30. Si vous allez dans le sud d'Osaka, c'est 1h. En train direct, train local. Donc voilà, et Wakayama, c'est connu, pas pour la ville de Wakayama, mais il y a de très belles plages. Il y a aussi de très beaux temples dans des forêts. Il y a alors j'ai oublié ce fameux truc, c'est un truc touristique très connu que vous avez toujours, mais il est con quoi, c'est super connu, moi je l'ai jamais fait, mais c'est un truc où on peut dormir avec les moines bouddhistes, etc. Alors, moi c'est pas du tout ma cam, mais voilà, c'est dans la préfecture de Wakayama, et donc là c'est la ville de Wakayama. Je vous en parlerai sûrement dans le prochain épisode, qui devait être normalement cet épisode, mais bon, vu que j'ai fait l'hôpital, je me suis dit que j'allais faire un focus là-dessus. Et donc aujourd'hui je vous parle de Ventoto, qui est un café à Wakayama. Alors la pâtisserie, parce que c'est plus une pâtisserie pour moi qu'un café, se trouve pas très loin du château de Wakayama, qui est un très joli château au passage en hauteur, en plein centre-ville, entouré d'un parc très boisé. C'est vraiment très joli à voir. Donc ce café-pâtisserie se trouve le long d'une rivière. C'est un genre de Dantonbori pour ceux qui connaissent Osaka, mais du pauvre. C'est-à-dire que c'est pas du tout Dantonbori, mais il y a l'ambiance légèrement. Donc c'est une petite rivière comme ça, et donc ça donne sur la rivière. On est au rez-de-chaussée, qui donne sur la rivière en contrebas. Et la pâtisserie, le café est très grand à l'intérieur, très design, très spacieux. Il y a beaucoup de places assises. Je suis déjà allé 2 fois. Une fois, on n'était pas nombreux. Et une fois, un week-end où c'était vraiment rempli de megumi de couple. C'est un lieu vraiment instagrammable, joli et parfait pour les Japonais qui raffolent de ce genre d'endroit pour faire des photos. Mais même si j'y suis allé dans un premier temps pour le lieu, je dois avouer que les pâtisseries sont à tomber. J'ai pris là-bas un café qui était vraiment correct, pas le meilleur café du monde, hein, mais c'est franchement le meilleur que j'ai trouvé pour l'instant à Wakayama et qui fait bien le boulot, qui est quand même un café qui est agréable à boire. Un cappuccino, j'ai pas pris, je sais pas s'ils font des filtres, mais en tout cas le cappuccino était agréable à boire. Mais surtout, on y va là-bas pour les pâtisseries. J'ai pris une tarte aux fraises qui était monumentale, vraiment très généreuse en fraises, avec même des fraises à côté de l'assiette, etc. Enfin dans l'assiette, pas que sur la tarte. Beaucoup de crème, très bonne crème, une tartelette vraiment parfaite, la tarte était vraiment parfaite, avec une crème à l'intérieur qui était délicieuse, qui entourait en fait un cœur de glace vanille, c'est vraiment à tomber. Bon par contre, un peu coûteux. Le café et la tartelette m'ont coûté 2500 yens, donc un peu moins de 20 euros. C'est cher donc, mais c'était des fraises qui sont vraiment de qualité, qui sont vraiment goûteuses, et encore une fois, il y en avait la quantité. C'est généreux, c'est délicieux, et franchement, vraiment, pour avoir fait pas mal de bons pâtissiers parisiens, ils ont rien à envier, mais alors vraiment rien à envier, leurs pâtisseries sont délicieuses. J'ai pas même d'équivalent, je pense, sur Kyoto de pâtisseries pour l'instant aussi bonnes que celles que j'ai mangées à Ventoto, qui font aussi café. Il y a sûrement des pâtisseries qui vendent juste des gâteaux, mais eux, ils font café plus pâtisserie, et vous savez que moi, c'est le combo parfait. Franchement, c'est un lieu que j'adore. En plus, ils ont plein de gâteaux à la carte. Il y a des tartes aux figues, des tartes à la mangue, des tartes à la pêche, c'est suivant la saison, je pense. Ils vendent même des fruits, donc je pense que ils sont à fond dans le fruit de vraie qualité. De toute façon, ça se ressent en bouche, hein, vraiment. Donc si vous passez par Wakayama, je vous invite vraiment à y aller. Il y en a pour tous les goûts, il y a même des cookies ou des donuts qui me font vraiment grave de l'œil, il faut qu'un jour je les essaye. Je dois avouer que c'est mon petit plaisir quand j'arrive à Wakayama maintenant, c'est devenu un peu une habitude pour moi de passer par là-bas avant de me poser à l'hôtel, car mon hôtel est à 2 minutes à pied du café. Le lieu, comme je vous le disais, est vraiment beau. Comme d'hab, je vous mettrai les photos sur mon Patreon pour les abonnés, puis vous allez voir la tarte que j'ai mangée qui est genre à tomber. Mais bon, tout ça, vous pouvez le voir en photo. Pour ceux qui me suivent sur Instagram aussi, vous avez peut-être déjà pu le voir. Hein. J'ai posté les stories à ce moment-là, donc je vous invite aussi à suivre mon Instagram. Mon Instagram, c'est NGEE. Et je vous le rappelle, j'en fais encore de l'autopromo en vitesse, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour voir mes photos du Japon, parce que c'est là principalement que je poste des photos du Japon. Le Patreon, si vous aimez le podcast, c'est 2 € d'abonnement, vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, vous pouvez mettre plus aussi si vous voulez, ça permet de payer les frais, je me fais pas plein d'argent, je suis pas un youtubeur qui gagne sa vie avec, je paye à peine mes frais dessus, donc voilà, si ça vous fait plaisir et que vous avez un peu les moyens, n'hésitez pas, et je remercie au passage tous les gens, il y a des gens qui donnent depuis plus d'1 an, merci beaucoup, parce que ça me permet qu'au moins ce podcast me coûte pas trop cher, c'est pas un projet professionnel, vous le savez pour moi, et donc c'est des frais, ça me fait plaisir de le faire, c'est du temps aussi, beaucoup de temps que je passe dessus, mais voilà, du coup c'est toujours un petit plus, ça fait plaisir. Mais ce qui fait plaisir aussi, c'est vos commentaires. N'hésitez pas à mettre des notes sur Apple Podcast, ça fait plaisir de lire vos commentaires. Franchement, à chaque fois, je suis super content quand il y a des gens qui me disent que ils sont en manque de Japon puis que ça les aide. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'il apprenait le français avec mon podcast. Je m'excuse pour lui, parce que mon français, je suis pas très bon en français, je fais plein de fautes d'orthographe. Mais voilà, c'est un Irlandais qui adore le Japon et qui vit en France.
et qui m'a dit qu'il apprenait le français avec mon podcast. J'étais super content. Il y a des gens aussi, ça les a aidés à préparer leur projet d'immigration de podcast. Il y a des gens qui ont choisi leur ville grâce à mon podcast en immigrant au Japon et qui ont choisi leur ville. Toutes ces choses-là me fait vraiment beaucoup plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me passer des petits commentaires, soit en direct. Je réponds parfois lentement. Si j'oublie de vous répondre, encore une fois, n'hésitez pas à me relancer parce que parfois j'ai plein de messages puis j'ai plein de choses à faire. Et comme je dis, c'est pas un boulot, donc je fais quand je peux. Mais aussi faites des commentaires sur Apple Podcast, des notes, parce que ça fait connaître le podcast. Techniquement, vous seriez que 2 à l'écouter, ça changerait rien, mais bon, c'est l'ego, ça fait toujours plaisir de se dire tiens, il y a de plus en plus de bonnes notes, puis les gens aiment bien. Ça fait plaisir, tout simplement. Puis on est content, on a envie de continuer. Donc voilà, on va s'arrêter ce podcast et comme je vous dis, je vais pas vous faire. D'habitude, il y a une dernière rubrique qui est la rubrique Mon coup de cœur qui est hors Japon. Mais je vais pas le faire parce que c'est un petit peu long pour cette reprise. La prochaine fois, je pense qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, la balade à Wakayama, vu que vous avez compris, je vais de temps en temps à Wakayama en ce moment. Mais actualité oblige, j'ai préféré vous relater mon expérience de l'hôpital au Japon, dont je me serais bien passé, avouons-le, soyons honnêtes. Mais bon, je me suis dit que c'était quelque chose à partager pour ceux qui un jour iraient et puis se poseraient quelques questions. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien comme d'habitude. Et dans 2 semaines, a priori, je vais pas encore reprendre le rythme d'une fois par semaine parce que j'ai encore pas mal de choses à faire. Puis là, je suis un peu en convalescence encore, je suis pas encore hyper en forme. Mais voilà, portez-vous bien. Le petit truc qui fait plaisir aussi, vous avez dû le voir passer sur les réseaux sociaux, mais a priori, ça fait plaisir pour vous. Mais à partir du 7 septembre, le Japon va réouvrir un peu plus ses frontières. Vous allez pouvoir venir au Japon en passant par une agence de voyage. Donc, il n'y aura plus besoin d'être en groupe, de ce que j'ai compris. Il n'y aura plus de tutorat avec quelqu'un qui va vous suivre partout. Mais il faudra quand même passer par une agence de voyage. Donc ça va limiter, parce qu'il y a certains d'entre vous qui ne veulent pas payer pour aller dans une agence de voyage, ce que je comprends. Puis les places sont encore limitées, ils ont agrandi, mais ça va être encore limité. Je pense qu'il y a moins de contrôle aussi à l'arrivée au niveau du Covid et tout, qui pourrait être un peu compliqué. Donc voilà, ça commence à reprendre à partir du 7 septembre, donc on peut espérer qu'effectivement ça va reprendre et que surtout au mois de mars, pour ceux qui veulent venir pendant les Sakura, a priori, sauf mauvaise nouvelle qui débarque encore, ça devrait être cool. Moi j'avoue, je suis un peu déçu, parce que pour vous je sais que c'est bien, mais d'un point de vue très égoïste, j'aurais beaucoup aimé passer les Momiji sans touristes. Parce que là, l'été, j'ai pas pu me balader, vous le savez, il fait trop chaud pour moi, c'est pas un plaisir. Plus, il y avait l'installation qui m'a pris du temps, donc les deux mélangés, voilà, je vis pas mon Japon habituel où les week-ends, je vais me balader par-ci, par-là. J'ai fait quelques balades, mais très très peu. Et là, j'espérais pouvoir faire les Momiji, aller dans des coins touristiques où d'habitude je vais pas parce qu'il y a trop de monde, pouvoir profiter un petit peu en attendant que la Kohu revienne au mois de mars. Bon, là, ça va arriver un peu plus tôt, donc un petit peu déçu pour ma part, mais bon. Je vais pas être égoïste, je sais que pour vous c'est super cool, vous l'attendez, donc j'espère que vous allez pouvoir revenir nombreux au Japon. Sur ce, je vous dis donc à dans 2 semaines pour un prochain podcast qui sera a priori une balade. Je vous dis donc ciao, bye bye, matane.